Assalamu alaikum, je suis Youssouf, le fondateur de KFH Club, la plateforme d'éducation financière islamique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. Comment acheter sa résidence principale. Je vais être honnête avec vous, je suis locataire. J'ai pensé à plusieurs reprises à acheter ma résidence principale. Mais je n'ai pas encore passé le cap. Bientôt, Inch'Allah. Mais comme vous, j'ai des amis qui l'ont fait, en passant par la Moulabaha ou par des banques classiques, ou même en payant la totalité comptant. Chacun son expérience, chacun ses moyens, chacun sa capacité. Et puis j'ai souvent entendu cette fameuse phrase, louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Il y a toujours une tante, un oncle ou un cousin qui vont vous donner leur avis. Comme si ils allaient acheter avec vous. Enfin bref, je me suis posé la question, comment acheter ma résidence principale? Mais surtout, à quel prix? Et je ne parle pas que du prix financier. Je parle aussi de l'aspect religieux. Pour répondre sérieusement à ces questions, on va regarder 4 choses. La première, le contexte économique. La deuxième, le comparatif entre l'achat et la location. La troisième, les solutions de financement qui existent. Et la quatrième, comment financer son bien. Et oui, on parlera aussi d'une fatwa. Cette fameuse fatwa du Conseil européen de Cheikh Youssouf Al-Qaradawi. On a beaucoup de choses à voir, c'est parti. Commençons par l'évolution du marché et du contexte économique. Acheter une maison, c'est un choix qui est crucial, primordial. Et on ne peut pas faire fi du contexte économique. Ce choix ne peut pas être fait à la légère. Il faut comprendre le contexte économique dans lequel on vit. Ce contexte a un impact direct sur les conditions de financement et votre bien immobilier. Commençons par l'évolution des taux d'intérêt. Depuis ces 5-6 dernières années, les taux d'intérêt ont énormément évolué. De 2020 à 2021, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, ce qui a eu un impact sur le marché immobilier en poussant les gens à acheter. Donc les prix de l'immobilier ont monté. 2021, 22, 23, post-Covid, nous sommes rentrés dans une phase d'inflation. Les taux d'intérêt ont alors augmenté à nouveau, ce qui a fait que le marché de l'immobilier s'est légèrement tendu. Moins de transactions et des prix qui ont légèrement diminué. Et puis depuis 2024, les taux se sont stabilisés et le marché de l'immobilier s'est détendu. Les transactions reprennent à nouveau. Pour vous donner quelques chiffres, les taux sont passés de 1,14% en mars 2020 et à un pic de 4,15% en 2024 pour redescendre aux alentours de 3% fin 2025. Mais quel est le rapport avec votre achat de résidence principale? Plus les taux baissent, plus les banques prêtent, l'argent circule et le marché de l'immobilier repart. Donc, les prix de l'immobilier montent. Même si vous achetez votre bien sans la banque, le contexte économique a un impact sur le prix de l'immobilier directement. Les taux d'intérêt ont augmenté, mais la durée des prêts aussi. En novembre 2025, la durée moyenne des prêts était de 250 à 252 mois, soit quasiment 21 ans. Aujourd'hui, la norme, c'est d'avoir un financement sur 25 ans. Mais qu'en est-il des prix de l'immobilier? Pour ceux qui vivent en région parisienne, vous le savez, les prix ont flambé. Par exemple, le prix médian du mètre carré en Île-de-France est aujourd'hui de 4 635 €, soit 3% sur un an et 16% sur 5 ans. Des villes comme Montmorency dans le 95 ont vu une augmentation de plus de 20% sur les 5 dernières années pour les prix des biens neufs. Et puis dans certaines villes comme Bordeaux, les prix de l'immobilier ont chuté. On a observé moins 5% sur les 5 dernières années. Donc, quel est l'impact sur votre achat? Choisir son emplacement, c'est un critère extrêmement important. La zone géographique aura un impact sur le prix de l'immobilier et donc sur votre demande de financement. Et qui dit financement, dit apport. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu. L'apport, c'est le montant que vous allez apporter à votre dossier de financement. À quoi est-ce qu'il sert? Principalement, il sert à payer les frais d'acquisition, ce qu'on va appeler les frais de notaire. Et puis, il va permettre de couvrir les frais de garantie ou les frais de dossier, voire même les frais d'agence. En fait, l'apport montre à la banque, à votre financeur, que vous vous investissez dans votre projet et que vous ne comptez pas uniquement sur l'emprunt. Mais dans la réalité, c'est la condition clé au financement. Sans apport, que ce soit une banque classique ou islamique, pas de financement. L'apport est une condition sine qua non. D'après les derniers chiffres de Crédit Logement, l'apport moyen était de 63 700 € en 2023. Aujourd'hui, fin 2025, l'apport moyen est de 58 000 €. En termes de pourcentage, ça représentait en 2023 38% pour arriver aujourd'hui à 28%. Maintenant qu'on a vu le contexte économique du marché immobilier, on peut se poser une question cruciale. Louer ou acheter? Et pour répondre à cette question, on va prendre 2 exemples très concrets. Prenons l'exemple de la famille de Fatih. Marié avec 2 enfants, il hésite entre louer un FCAT ou acheter ce bien. Pour l'aider dans cette décision, on va analyser 3 critères. Le budget mensuel, la pression financière et le patrimoine au fil des années. Dans l'hypothèse 1, Fatih est locataire. Il décide de louer un bien de 80 mètres carrés, F4, dans le 95. Il paye aux alentours de 1 400 € par mois, charges comprises. Pas de taxes foncières, pas de dépenses particulières. Dans l'hypothèse 2, Fatih décide donc d'acheter ce bien de 80 mètres carrés. Dans le 95, le prix de l'immobilier est aux alentours de 3 868 € du mètre carré, ce qui nous fait un bien à hauteur de 309 440 €. Mais ce n'est pas tout. À ce coût d'acquisition se rajoutent les frais de notaire, hauteur de 8%. Ce qui nous emmène à un coût total de l'acquisition
de 334 195. Et on suppose qu'il n'y a pas de travaux à faire. Il a un apport de 70 000, donc le montant emprunté sera de 334 195 moins 70 000, 264 195 euros. Il empruntera sur une durée de 21 ans, donc 252 mois, pour un taux de 3,1%. Son financement lui coûtera donc 17 132 euros par an, soit 1 427 euros par mois. Au total, sur 21 ans, il va rembourser 359 785 euros. Il aura emprunté 264 195 euros pour rembourser 359 785. Le montant total des intérêts est donc de 95 590 euros de son bien emprunté, ce qui représente 36% du montant emprunté. Mais ce n'est pas tout. En tant que propriétaire, il devra payer tous les ans la taxe foncière, qui s'élève à peu près à 2 200 euros par an, soit 183 euros par mois. Et en tant que propriétaire, il devra entretenir son bien et prendre en charge les travaux. On peut estimer un montant de 1% annuel de la valeur du bien, soit 3 000 euros par an ou 250 euros par mois. En résumé, il dépense au minimum par an son crédit, la taxe foncière et les dépenses d'entretien. Au total, il dépense 22 332 euros par an, soit 1 860 euros par mois. Alors, comparons les deux hypothèses. D'un côté, il est locataire, il paye 1 400 euros. De l'autre, il est propriétaire, il dépense un minima 1 860 euros par mois. S'endetter entraîne une certaine pression financière. Avant de donner un financement, la banque applique la fameuse règle des 30%. Elle considère qu'un foyer ne peut pas s'endetter à plus de 30% pour rembourser ses mensualités. Donc dans le cas de Fatih, son foyer devra avoir des revenus à hauteur de 4 760 euros par mois. Mais si on prend une vision beaucoup plus globale, pour qu'il puisse aussi assumer la taxe foncière et ses dépenses, en respectant toujours cette règle des fameuses 30%, son foyer devra avoir un revenu de 6 830 euros par mois. C'est une donnée qui est à prendre en compte. Donc jusqu'ici, on peut se dire que la location est plus intéressante, car moins chère et moins de pression financière. Mais qu'en est-il du patrimoine? La question à se poser, c'est au bout de 21 ans, qui a le plus de patrimoine? Revenons à l'hypothèse numéro 1. En tant que locataire, Fatih dépense tous les mois 1 400 euros. Pas de dépenses supplémentaires. Soit, sur la durée des 21 ans, il dépense 352 800 euros. Vu comme ça peut être une perte sèche. Mais Fatih a une autre logique. Il veut être locataire pour pouvoir réinvestir et s'assurer des revenus passifs ou un patrimoine financier. Donc Fatih va décider d'investir les 70 000 euros d'apport qu'il avait et la différence entre son loyer et le coût d'être propriétaire. Donc c'est 460 euros. Il décide donc d'investir 460 euros tous les mois pendant 21 ans. Après 21 ans d'investissement à un taux de 5% par an, les 70 000 euros d'apport sont devenus 195 007 euros et les 460 euros mensuels, 220 816 euros. À la fin des 21 ans, Fatih a donc un patrimoine financier de 415 853 euros. Revenons à l'hypothèse numéro 2, être propriétaire. En tant que propriétaire, après ses 21 ans, il aura remboursé totalement son crédit et sera donc propriétaire de son bien. Il n'aura pas utilisé le surplus pour réinvestir, mais pour entretenir sa maison. Son bien a évidemment pris de la valeur pendant 21 ans. Sur une hypothèse d'1,5% par an, le bien de 309 440 euros vaut, après 21 ans, 423 000 euros. Au final, après 21 ans, en tant que locataire, Fatih aura un patrimoine financier de 415 833 euros et en tant que propriétaire, il aura un patrimoine immobilier de 423 022 euros. Il y a un léger avantage pour l'achat d'à peu près 7 000 euros. Au final, dans cet exemple, il est plus intéressant pour Fatih d'acheter que de louer. Mais ces hypothèses ne sont que des hypothèses. Il suffit que les conditions de marché évoluent, que le prix de l'immobilier flambe, ou que Fatih décide de ne pas réinvestir, ou qu'il ait un apport beaucoup plus conséquent qui va réduire son financement. Quoi qu'il en soit, l'objectif était de vous montrer qu'être locataire, ce n'est pas jeter son argent par les fenêtres, dès lors qu'on a une logique d'investissement derrière. Mais notre vie n'est pas basée que sur des critères financiers. Il y a d'autres critères à prendre en compte dans notre décision. Des critères dont les impacts sont souvent trop sous-estimés. Vous hésitez entre louer et acheter, voici les questions qu'il faut vous poser. Première question, est-ce que vous avez une capacité d'épargne suffisante? On l'a dit, pour acheter, il vous faut de l'apport. Mais pour constituer cet apport, il vous faut de l'épargne. Combien de temps allez-vous mettre pour constituer votre apport? Deuxième question, est-ce que j'aurai de l'argent disponible? Une fois que vous êtes propriétaire, les priorités changent. La priorité numéro 1 est de rembourser le crédit. Moins de vacances, moins de plaisir, plus de contrôle financier. Vous allez même puiser dans vos économies et parfois repartir à zéro. Troisième question à se poser, est-ce que je comprends la responsabilité de la dette? Est-ce que vous comprenez la responsabilité de la dette? Votre situation peut évoluer, pour le meilleur comme pour le pire. Si c'est le pire, si vous n'arrivez pas à rembourser vos dettes, vous serez en conflit direct avec la banque. Elle pourra saisir votre bien. Aussi, n'oubliez pas
qu'une dette a une valeur religieuse très forte. Ce n'est pas pour rien que le plus long verset du Coran parle de la dette. Quatrième question, comment est-ce que vous allez vous financer? Que ce soit en fonds propres, auprès d'une banque classique, auprès d'une banque islamique, ou avec vos proches, il y a des avantages et des inconvénients. La question cruciale à garder en tête, êtes-vous prêt à mettre vos convictions de côté pour un financement? Cinquième question, est-ce que vous préférez posséder ou utiliser? Être propriétaire, posséder un bien, c'est une valeur symbolique forte. C'est être à l'abri, avoir un toit sur sa tête et le transmettre à ses enfants. On a une attache sentimentale à la pierre. Par contre, en tant que locataire, vous utilisez, vous payez ce que vous consommez. Sixième question, est-ce que vous préférez vous établir ou la flexibilité? Être propriétaire, c'est figer son plan de vie. Acheter une maison, y vivre, faire grandir ses enfants et parfois même y vieillir. Ça laisse très peu de place à la flexibilité, à des déplacements professionnels ou d'autres projets personnels. En tant que locataire, vous avez une totale flexibilité. Vous pouvez repartir à zéro, déménager, changer de zone géographique. Septième question, est-ce que vous préférez les responsabilités ou la tranquillité? En tant que locataire, vous n'avez quasiment rien à faire, si ce n'est garder le lieu en bon état. C'est à votre bailleur de réaliser les travaux, de remettre aux normes, de changer la chaudière, de faire les travaux d'entretien. C'est à lui de sortir les fonds. Vous avez la tranquillité d'esprit. En tant que propriétaire, c'est l'inverse. Vous avez la totale responsabilité de votre bien. C'est à vous de trouver les artisans, de suivre les travaux, d'avancer les fonds. Les imprévus portent bien leur nom. On ne sait pas quand est-ce qu'il faudra changer la chaudière ou qu'il y aura une infiltration d'humidité. C'est à vous de tout gérer. En même temps, ça vous oblige à bien entretenir votre bien, car c'est le vôtre. Huitième question, êtes-vous prêt sur le long terme? Les aléas de la vie vont avoir un impact. Vous achetez, vous divorcez, vous allez peut-être vendre. Imaginez vendre au moment où le prix de l'immobilier est au plus bas, ce n'est pas avantageux. Et puis même, imaginez acheter dans une zone où il y aura des travaux, tout le temps des bouchons, une voie de vélo qui vous bloque. Vous êtes obligé de faire avec. Le pire, c'est d'avoir des voisins qui ne sont pas très agréables. Quoi qu'il en soit, vous devriez faire avec. Par contre, à la fin, vous êtes propriétaire. En tant que locataire, vous avez la possibilité, dès que quelqu'un ou quelque chose vous dérange, de partir. Mais il faut avoir les capacités financières pour. Cependant, à la fin des comptes, vous n'avez pas de toit en cas de problème. Alors, acheter ou louer, c'est bien plus qu'une question financière. C'est des critères de vie. Choisir la flexibilité, choisir un ancrage, avoir les fonds, être bloqué financièrement, tout ça a un impact sur vos décisions. Et puis certains achètent pour leurs enfants. Mais quand vous ne serez plus là, que vont-ils faire du bien? Beaucoup de familles se battent pour des biens immobiliers, alors ne parlons même pas des terrains vierges au bled, dont on ne connaît même pas la propriété, mais tout le monde le veut. Alors oui, vous achetez pour vos enfants, mais acheter une résidence principale, ce n'est pas qu'acheter un toit. C'est toute une logique de transmission. Pensez à bien préparer votre succession. La succession est un sujet tellement central dans la vie d'un musulman qu'on prépare une vidéo spécialement pour ça. On arrive à la partie qui vous intéresse le plus, comment financer mon bien.